Le Labo, en nouvelle diffusion. Le Labo. David Collin. Y a-t-il un signe plus infaillible du fait que les choses, en ce qui concerne notre planète, touchent à leur fin ? Ces mots que nous pourrions dire aujourd'hui face aux multiples aspects de la destruction que nous vivons en cette époque, ces mots sont ceux de Karl Kraus. Kraus, écrivain autrichien, directeur de la revue Die Fackel à Vienne de 1899 à 1936. Kraus, combattant du verbe, auquel le Labo consacre 2 volets documentaires. Bonsoir donc, bienvenue à vous. Je vous propose tout au long de ces 2 émissions une approche de Karl Kraus, de sa lucidité. Karl Kraus, grand combattant contre la corruption du langage, de la corruption tout court, en un temps à Vienne où la futilité l'emportait sur la gravité. D'abord au seuil de la Première Guerre mondiale, dont Kraus vit tout de suite vers quoi elle mènerait, c'est-à-dire à la destruction de l'Empire austro-hongrois, à la destruction tout court, mais aussi au nationalisme et à ce qui allait suivre plus tard avec l'avènement de Hitler. Karl Kraus, ce sont des centaines de conférences publiques mêlant longues tirades hypnotisantes et chansons de cabaret, une voix unique, une influence certaine, 30 000 pages pour sa revue Die Fackel, Le Flambeau, qu'il rédige quasiment seul dès 1911, une revue très lue à Vienne, près de 900 numéros et un travail de fond pour démasquer les faux-semblants dans le langage, traduire les euphémismes et la corruption du langage véhiculé notamment par la presse, par la publicité et par ces nouvelles technologies industrielles qui déshumanisent l'humain. Karl Kraus, ce sont aussi des ouvrages indispensables pour comprendre la modernité auxquels il faut revenir pour saisir ce qui se joue aujourd'hui, ouvrages parmi lesquels Les derniers jours de l'humanité, Cette grande époque, Troisième nuit de Walpurgis et plusieurs ouvrages regroupant ces aphorismes. Karl Kraus admiré, pour n'en citer que quelques-uns, par Walter Benjamin, Adorno, Wittgenstein, Hermann Broch, Else Lasker-Schuller ou Arnold Schoenberg. Karl Kraus, combattant du verbe, 2 émissions conçues et réalisées par David Collin, avec la participation de Jacques Bouvresse, Gérard Stig, Jacques Le Rider, Daniel Schultes, Roger Lévinter, Vincent Grandjean et Jacques Roman pour les lectures, en collaboration avec l'Espace Éclair. Euch und uns sind sie verdorben, ihr und wir vom Siege schnarren, denn die Opfer sich vermehren, weil im Reiche rings die Narren eurem, unserem Ruf nicht wehren. Euren Generale Raben, Schnarz von Phrasen dort im Saale, raus sind die unbegraben, Je suis vraiment persuadé qu'en cette époque, quel que soit le nom ou la valeur que nous lui attribuons, qu'elle soit sortie de ses gonds ou solidement établie, qu'elle en soit encore à accuser Hamlet de meurtre et de corruption, ou qu'elle se prépare déjà pour la poigne d'un Fortinbras, les racines du mal sont à la surface. À la faveur d'un grandiose tohu-bohu, tout cela apparaîtra clairement, et tout ce qui autrefois paraissait paradoxal trouvera sa confirmation en cette grande époque. Comme je ne suis ni un homme politique, ni son demi-frère l'esthète, il ne me viendra pas à l'idée de nier la nécessité de tout ce qui peut arriver, ni de me plaindre de ce que les hommes ne sachent pas mourir en beauté. Je sais pertinemment qu'il est légitime de pilonner les cathédrales lorsque les hommes s'en servent légitimement comme poste militaire. Pas de scandale dans le monde, dit Hamlet, sauf qu'un abîme infernal s'ouvre lorsqu'on se demande quand donc commencera l'époque la plus grandiose de la guerre? Celle de la guerre des cathédrales contre les hommes. Cette grande époque, Karl Kraus. Kraus est un auteur qui a été Daniel Schultes. un auteur puissant, un auteur très présent à son époque. Par une combinaison de facteurs qui sont assez rares, qui en fait une personnalité tout à fait exceptionnelle. Il y a tout d'abord tout simplement la productivité, il y a la créativité littéraire, verbale,
Et ensuite, il y a certainement une forme d'acuité à son époque, aux transformations de son époque, aux grands enjeux idéologiques de son époque, qui font de Krauss une figure qui a possédé dans son temps une grande autorité. Si bien que chaque fois qu'on s'intéresse à telle ou telle figure, y compris dans le domaine de la philosophie, on est amené à rencontrer Krauss, et toutes les figures de ce mouvement, pour peu qu'elles aient été plus ou moins contemporaines de Krauss, ont pris position, réagi, eu l'occasion de débattre de la personnalité de Krauss. Une figure qui est à la fois littéraire et philosophique est celle de Musil. Musil aussi a beaucoup réfléchi sur ce qui se passait à son époque, et nous avons de lui un certain nombre de lignes, de prises de position sur Krauss qui sont extrêmement révélatrices et intéressantes. Et donc il est immanquable en quelque sorte de rencontrer Krauss sitôt qu'on s'occupe de tout ce qui se passait dans l'espace centré sur Vienne, mais aussi sur Prague, depuis l'extrême fin du XIXe siècle jusque dans les années 30. Et c'est vraiment un tournant, n'est-ce pas? C'est l'époque de tous les risques, et tous ces risques, hélas, pour notre perte collective, ont produit les catastrophes annoncées. Et Krauss avait le pressentiment de ces catastrophes. Il avait une sorte de perception des enjeux qui se préparaient. Il était sensible à l'aspect industriel, au changement industriel qui se passait à cette époque. Lui-même était le fils d'un propriétaire d'une grande usine de papier. Il a bien connu ce milieu industriel. Et évidemment, l'industrie joue un grand rôle dans les transformations de cette époque. Krauss est un penseur aussi de cette expansion de l'industrie, un critique du développement industriel. Et évidemment, c'est la jonction de l'industrie et du bellicisme qui va provoquer cette grande catastrophe déjà de la Première Guerre, qui ne fait qu'en préparer d'autres. Et Krauss est un auteur dont on ne peut pas se déprendre tant il perçoit les enjeux de son temps avec acuité, avec vigueur. Il est l'ennemi de tout romantisme, n'est-ce pas? Tout enjolivement. Et son ami l'architecte célèbre Adolf Loos représente en quelque sorte en architecture ce que Krauss revendique pour la littérature. Ce refus de peindre les choses en rose, qui va chez lui dans le sens d'une certaine férocité, repose au fond sur une grande sûreté de jugement quant au processus en jeu dans la société. Et c'est cette qualité du jugement de Krauss qui a suscité pour lui une attention qui venait de tous côtés, y compris justement des philosophes. Le progrès mécanique profite uniquement à la personnalité, qui, par-delà les obstacles de la vie extérieure, parvient plus vite à elle-même. Mais les cerveaux de la moyenne ne sont pas à la hauteur de cette hypertrophie. De la dévastation que sème la presse, on ne peut encore se faire la moindre idée aujourd'hui. L'aéronef est inventé et l'imagination rampe comme un coche. Automobile, téléphone et gros tirage de la stupidité. Qui peut dire comment seront constitués les cerveaux de la génération d'après-demain? Le retrait de la source naturelle qu'opère la machine, le refoulement de la vie par la lecture et l'absorption de toute possibilité d'art par l'esprit pratique auront accompli leur œuvre avec une rapidité stupéfiante. Dans ce sens-là seulement serait à comprendre l'amorce d'une ère glaciaire. On laissera faire entre-temps toute politique sociale. On la laissera s'activer à ses petites besognes. On la laissera s'agiter avec l'éducation des masses et ce qu'il peut y avoir encore comme succédané et opiacé. Passe-temps, jusqu'à la dissolution. Les choses ont pris un tour pour lequel il n'y a pas d'exemple à d'autres époques historiquement connues. Qui ne ressent pas cela dans chacune de ses fibres n'a qu'à poursuivre sa paisible classification en Antiquité, Moyen-Âge et temps moderne. D'un coup, on s'apercevra que cela ne va pas plus loin. Car notre époque a entrepris la production de machines nouvelles pour faire fonctionner une éthique ancienne.
Ces 30 dernières années, il s'est passé plus de choses qu'auparavant en 300. Et un beau jour, l'humanité se sera sacrifiée pour les grandes œuvres qu'elle a créées pour se soulager. Dit et contredit, Karl Kraus. Il avait une façon de s'exprimer qui était d'une dureté étonnante, n'est-ce pas? Dans les premières lignes de la Fackel, après quelques mots d'explication, n'est-ce pas, on trouve déjà une opposition très difficile à traduire. Donc en 1899, dans ce lancement de ce périodique porté par Kraus comme un seul homme pratiquement, Kraus nous dit que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'il apporte, was wir bringen, mais ce qu'il, dit-il, ce qu'il se prépare à assassiner, was wir umbringen. Donc il y a un jeu de mots, n'est-ce pas, d'une grande simplicité avec ce préfixe qui fabrique cependant un verbe complètement différent dans son sens. Et donc, il y a une pratique chez Kraus de la concentration verbale. Il cherche à capter dans un nombre de mots aussi limité que possible quelque chose qui soit aussi dur, aussi violent que possible. Il y a là des exercices assez étonnants qui sont permanents et qui ont débouché sur ces collections d'aphorismes pour lesquels Kraus est resté célèbre. Je pense donc que, fatalement, il y a quelque chose du mode d'expression qui a contribué à ce que Kraus ait cette réputation de dureté. Et une partie de ce qu'il a à dire aurait sans doute pu s'accommoder de modes d'expression moins vigoureux. Cela dit, les choses, quand on les pose comme ça, sont vues de loin, de près. Kraus était évidemment une sorte d'artisan de la formule. Il travaillait énormément ses formulations. Et du coup, ces formulations brèves et fortes étaient pour lui tout à fait essentielles. Et je pense, à ses yeux, consubstantielles au fond, n'est-ce pas? Il n'y avait pas chez lui d'opposition de forme et du fond. C'est un thème très important pour lui. Il prétendait que c'était au fond la langue, die Sprache, dont il n'était que l'expression, ce qui est sans doute tout à fait abusif. Mais il était un chercheur d'une langue allemande très charpentée, très articulée, une langue qui a été façonnée tout au cours du XIXe siècle, dont il est un maître absolu, mais dont il est un maître aussi dans des procédures de concentration et de formation verbale qui lui permettent d'être extrêmement laconique, de déboucher donc sur des formules très tranchantes qui ont souvent quelque chose de choquant. Je répartis les gens que je ne salue pas en 4 groupes. Il y en a que je ne salue pas pour ne pas me compromettre. C'est le cas le plus simple. Puis il y en a que je ne salue pas pour ne pas les compromettre, ce qui exige déjà une certaine attention. Mais il y en a aussi que je ne salue pas pour ne pas me nuire auprès d'eux. Ceux-là sont encore plus ardus à traiter. Et enfin, il y en a que je ne salue pas pour ne pas me nuire auprès de moi. Là, il s'agit d'être particulièrement vigilant. Mais j'ai passablement de routine déjà, et dans ma façon de ne pas saluer, je parviens à exprimer chacune de ces nuances, de sorte qu'il ne soit fait de tort à personne. Pro domo et mundo, aphorisme, Karl Kraus. Jacques Le Rider. À l'époque de Karl Kraus, Vienne est une des très grandes métropoles européennes. C'est la capitale de l'Europe centrale danubienne, la capitale de l'empire bicéphale des Habsbourg, relancé par le compromis austro-hongrois de 1867.
C'est donc un ensemble très pluriel de nationalités et d'identités culturelles, et Vienne est marquée par une véritable explosion démographique. La grande Vienne, dans laquelle on a intégré les municipalités périphériques, les faubourgs, compte 2 millions d'habitants. Et dans ce groupe de population, les Juifs, soit de vieilles souches, soit d'immigration récente en provenance de Galicie et d'Europe de l'Est, représentent à peu près 10% de la population. Et comme ce groupe de population juif a entièrement misé sur les institutions d'éducation pour son intégration, son ascension sociale et son parcours d'assimilation, les Juifs représentent un groupe de très haute culture et occupent une place importante dans les élites culturelles, scientifiques, intellectuelles, artistiques, par exemple dans le domaine de la musique. Et c'est donc dans ce contexte d'une grande capitale européenne très marquée par la pluralité ethnique et linguistique que se produit cette renaissance de la culture autrichienne qu'on appelle la modernité viennoise du tournant du siècle. Pendant tout le 19e siècle, l'Autriche avait été un petit peu une zone périphérique de la culture allemande. Elle avait même semblé un peu sortie de l'histoire avec la défaite de Sadova contre la Prusse et avec son exclusion du Reich allemand fondé par Bismarck en 1870. Et puis, cette fin de siècle est une véritable renaissance et pas seulement dans le domaine culturel et artistique, aussi dans le domaine économique. Et il y a une véritable reconstitution d'une grande puissance austro-hongroise autour de 1900, grâce à un modèle d'intégration pluraliste et libérale qui finalement arrive à faire tenir ensemble de manière assez réussie la mosaïque des peuples du bassin danubien. Et au milieu de ce grand ensemble, Vienne et Budapest, mais en réalité surtout Vienne, sont des centres culturels qui jouent un rôle tout à fait comparable à Berlin, Paris ou Londres. Le progrès, sous les pas duquel l'herbe prend le deuil et la forêt devient papier, a subordonné les raisons de vivre aux moyens qui permettent de vivre. Faisons de nous les vis auxiliaires de nos outils. La dent de l'époque est creuse, car lorsqu'elle était encore saine, se présenta la main qui gagne sa vie à faire les plombages. La main sur les yeux, c'est l'unique aume invisible de ce monde sans magie. Entre les doigts, on voit tous ceux qui veulent approcher, et on est protégé, car ils le croient qu'on réfléchit si on tient la main par devant. Sinon, pas. Karl Kraus. Jacques Bouvresse. Pourquoi y a-t-il des gens qui voient immédiatement ce à l'égard de quoi tout le monde, au moment considéré, reste aveugle? Ça, j'avoue que ça continue à me déconcerter. Et qu'est-ce qui a fait de Kraus, effectivement, l'espèce de marginal absolu qu'il a été? C'est vraiment étonnant, c'est parce qu'il faut se dire que il a décidé de partir en guerre tout seul contre le monde, ce que nous appellerions nous le monde médiatique.
et de créer son propre journal. Bon, essayez d'imaginer ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut donner à un moment donné quelqu'un, un individu, l'idée de se lancer tout seul dans une guerre de cette sorte? Ça, j'avoue que je ne sais pas trop, si ce n'est que quelqu'un, à un moment donné, pense qu'il peut pas faire autrement. Il le fait parce que il pense qu'il y a une nécessité impérieuse de le faire et qui n'a pas d'autre choix. Et en plus, Krauss était quelqu'un qui était tout à fait capable de décider de faire ça, même sans résultat. Il ne s'attendait pas à obtenir des résultats concrets. Il ne s'attendait pas à ce que la presse change d'attitude. Il savait parfaitement. Donc, alors, quel genre de victoire peut-on espérer obtenir dans ces conditions ? Il y a au moins une chose claire dans son attitude, c'est la volonté d'entrer en contact avec le lecteur de journal, si vous voulez, et d'essayer de l'amener à lire un peu mieux ce qu'il lit. Pas forcément à lire d'autres choses, si vous voulez, mais à les lire autrement. Un esprit critique en éveil permanent. C'est ça, réussir à prendre un peu de distance au lieu de s'immerger complètement dans ce qu'on est en train de lire, prendre un peu de distance. Et là, je pense il faut dire que lui était un lecteur extraordinaire. Visiblement, il s'est flatté d'être capable, en ouvrant un journal, de repérer immédiatement la chose parlante, le petit détail révélateur, enfin le petit épisode rapporté qui en dit 10 fois plus long qu'il n'en a l'air, etc. Donc, il avait cette capacité extraordinaire être en mesure de trouver immédiatement ce qu'il faut lire, les conséquences qu'on peut en tirer. Il dit, vous savez, il suffit que je regarde un coin de journal et je vois apparaître le visage grimaçant de l'époque. Il avait l'art extraordinaire d'être capable de lire le visage de l'époque dans les pages du journal. La presse est-elle un messager? Non, elle est l'événement. Un discours? Non, la vie. Elle n'a pas seulement la prétention que ces informations sur les événements constituent les véritables événements, mais elle produit aussi cet inquiétant amalgame permettant de faire croire que les actes sont d'abord rapportés avant même de devoir être accomplis. Elle crée souvent aussi leur éventualité, et en tout cas, cette situation dans laquelle les correspondants de guerre ne peuvent certes rester à contempler les événements, mais où les combattants deviennent correspondants de guerre. De ce point de vue, je suis tout prêt à admettre que durant toute ma vie, j'ai surestimé la presse. Elle n'est pas un commissionnaire. Comment un commissionnaire pourrait-il demander et recevoir autant? Elle est l'événement. Une fois de plus, l'instrument nous a dépassés. Nous avons placé l'individu qui doit annoncer l'incendie et qui devrait sans doute jouer le rôle d'un subordonné dans l'État, plus haut que le monde, que l'incendie et que la maison, plus haut que le fait et que notre imagination. Cette grande époque, Karl Krauss. Comment Jacques Le Rider, la parole de Krauss était reçue dans son milieu, dans le milieu intellectuel, juif ou pas juif, dans son temps? Comment ce personnage est vu du milieu de la pensée, le milieu artistique? Quelle stature on lui donne ou pas? Eh bien justement, c'est ça la réussite formidable de Karl Krauss, c'est qu'il a misé sur la rupture, il a rompu avec le champ médiatique anti-journaliste, il a rompu avec ce qu'on pourrait appeler le microcosme de la société juive viennoise. Et cette stratégie de rupture lui a permis d'adopter la position extérieure qui lui a ouvert la voie d'une sorte de conquête du terrain viennois. Et il a réussi cette performance inouïe
de s'affirmer très vite après le premier numéro publié de sa revue en avril 1899, de s'affirmer vraiment comme la figure de proue d'une avant-garde critique et contestataire de la vie journalistique, mais culturelle, artistique viennoise, et de devenir pour 2 générations, la génération qui était la sienne, celle des intellectuels nés entre 1870 et 1880, mais aussi de la génération suivante. De telle sorte que dans les années 20 encore, la jeunesse viennoise reconnaît dans Die Fackel sa revue de référence. Il ne suffit pas, au besoin de solitude, qu'on soit assis seul à une table. Il faut encore qu'il y ait des chaises vides autour. Si le garçon vient m'enlever une de ces chaises sur lesquelles personne n'est assis, je ressens un vide, et ma nature sociable se réveille. Je ne peux pas vivre sans chaise libre. Karl Kraus. Alors, ce statut d'intellectuel de référence présente aussi des dangers. Dangers qu'a bien diagnostiqué Elias Canetti, qui a compté à ses débuts parmi les inconditionnels de Karl Kraus. Fasciné, hypnotisé par ses discours, comme d'autres. Hypnotisé par ses lectures publiques de Karl Kraus, ne pouvant pas supporter de patienter plus de quelques heures avant de se plonger dans le nouveau numéro de Die Fackel, jusqu'au jour où il s'aperçoit que dans ce magistère intellectuel, esthétique et moral de Karl Kraus, il y a aussi quelque chose d'un peu toxique aux yeux de Canetti, à savoir une espèce d'emprise, une espèce de domination symbolique qui fait que l'adhésion à Karl Kraus devient un petit peu aveugle. C'est un peu paradoxal, puisque finalement Karl Kraus propose à ses auditeurs aussi de penser autrement et d'analyser les journaux, d'analyser la politique avec un œil critique qui est exercé aussi par la lecture, en tout cas soit des Die Fackel, soit de l'écoute de Karl Kraus. Effectivement, c'est ma propre lecture de Karl Kraus. Je pense qu'on peut être convaincu du fait que Karl Kraus est un des plus remarquables critiques des médias du XXe siècle, et que sa critique des médias reste aujourd'hui un potentiel extrêmement vivant de pensée critique. L'actualité de Karl Kraus est incontestable, mais je pense aussi qu'on peut appliquer à Karl Kraus sa propre méthode, et que donc, tout en admirant très sincèrement le génie critique de Karl Kraus, et je peux dire que en ce sens je suis un grand admirateur de Karl Kraus, je pense qu'il faut toujours garder aussi une réserve d'esprit critique, car affirmer que tout chez Karl Kraus est digne d'admiration, que rien ne saurait être critiqué, c'est certainement aveugle. Il y a aussi quelques faiblesses de Karl Kraus, et il n'y a aucune honte ni aucun blasphème dans le fait de le dire. On n'a pas besoin d'être inconditionnel d'un auteur qui, de toute façon, s'est imposé comme un des plus grands de la culture de langue allemande du XXe siècle. Vous écoutez Espace 2, le labo,
nous évoquons le parcours et la pensée de Karl Kraus. Vincent Grandjean. Kraus écrit pendant plus de 30 ans. Il agrémente la publication de la Fackel de différentes conférences publiques et c'est un personnage qui est finalement rempli de paradoxes. Il est difficile à positionner au sein du champ politique. Certains le perçoivent comme un conservateur, d'autres comme un progressiste. Il y a peu de personnes qui travaillent sur Karl Kraus, mais ces personnes ne sont pas d'accord entre elles. Donc c'est difficile de statuer de manière tout à fait définitive sur ce personnage qui, à bien des égards, très ambigu, très obscur. Et qu'est-ce que vous trouvez d'ambigu ? Je dirais la relation qu'il entretient à son époque, la relation qu'il entretient à ses contemporains et parfois même la relation qu'il entretient à lui-même. Si vous voulez, chez Karl Kraus, il est difficile à situer parce qu'il n'y a pas de systématique dans sa pensée. On ne peut pas théoriser en quelque sorte la pensée de Karl Kraus parce qu'il se contente de dénoncer des faits, de les évoquer dans sa revue, et c'est difficile de regrouper tous ces faits dans une ligne directrice qui serait celle de sa pensée. Donc effroyable parce qu'insaisissable. C'est à peu près ça, voilà. Oui. Pas académique. Et c'est vrai qu'on peut pas reprocher à Karl Kraus d'être académique, mais en même temps, il y a cette langue, cette défense aussi ou cette analyse de la langue, attention au langage et à sa détérioration qui est quand même systématique et importante. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui est très très attaché au langage parce que pour lui, la corruption du langage, c'est la décadence. C'est pas un signe de la décadence, c'est la décadence. Parce que si vous voulez, Karl Kraus est quelqu'un qui réduit une époque à ses publications. Donc effectivement, il est très sensible à cette perversion du langage qu'il dénonce. Dans les journaux, surtout. Dans les journaux surtout, dans la Neue Freie Presse notamment, qui est le grand journal viennois libéral de l'époque. Et Karl Kraus est quelqu'un qui se sent investi d'une mission, celle de délivrer la société viennoise d'une indolence propre au déclin culturel. Et ça, il le fait par le biais quasiment exclusivement d'une critique du langage des médias, mais aussi des différents écrivains qu'il côtoyait à Vienne. J'ai fait la connaissance de Kraus, si on peut dire, à travers l'enseignement de Pierre Juquin, qui a été un dirigeant important du Parti communiste français, que j'ai eu comme professeur d'allemand au lycée Lacanal. Donc c'était dans les années 59-61. Jacques Bouvresse. Donc fin des années 50, début des années 60, qui dans le cadre de ses cours sur la littérature allemande, a parlé à un moment donné de Karl Kraus en disant que c'était, évidemment en tant que communiste, il pouvait difficilement être d'accord avec Kraus, mais il le présentait comme quelqu'un qui avait défendu à peu près invariablement de très bonnes causes. Du point de vue social et politique. Et j'ai eu la curiosité d'aller voir qui était ce Karl Kraus, dont à part ça, on ne nous disait rien, et on ne savait à peu près rien. Et puis là, j'ai tout de suite été fasciné. Alors, il n'y avait pas beaucoup de textes disponibles à cette époque-là, mais enfin, bon, on avait quand même un certain nombre. Alors, j'ai été fasciné par toute une série de choses, en particulier par la critique de la presse. C'est peut-être la chose qui m'a frappé le plus immédiatement. Comme toujours, c'est parce que je pense que j'étais déjà engagé dans ce genre de direction et acheminé vers des conclusions qui devaient ressembler un peu à celles de Kraus, dont j'ai trouvé évidemment la confirmation, sans doute en plus pessimiste. Donc j'ai toujours été extrêmement impressionné et inquiété par le pouvoir de la presse, si vous voulez, en particulier le pouvoir de destruction dont elle dispose sur les individus, qui provoque assez fréquemment des désastres, notamment en raison des phénomènes d'emballement qui sont catastrophiques. Enfin, par exemple, l'affaire d'Outreau, pour prendre des exemples précis, le meurtre du petit Grégory Villemin, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, je suis très sensible à ça, peut-être d'ailleurs un peu trop. Mais enfin, ça n'est qu'un aspect du problème. Et puis, à part ça, il y a évidemment les luttes que Kraus a menées contre l'hypocrisie sexuelle qui régnait dans le milieu viennois. L'hypocrisie donc de la morale sexuelle, la morale bourgeoise en matière sexuelle, les procès de moralité, enfin vous voyez toutes ces choses-là. Donc ça, ce sont des exemples des bonnes causes que Kraus a défendues. Et j'ajouterais, on pourrait évidemment trouver encore bien d'autres choses à mentionner, mais il y a évidemment l'attitude de Kraus sur la guerre. C'est-à-dire, quelqu'un a dit qu'il était le seul Autrichien qui était sorti vainqueur de 2 guerres que l'Autriche a perdues.
il est sorti vainqueur moral de la guerre de 14, puis c'est quand même un des rares qui ont sauvé l'honneur. Si vous voulez, par s'être opposé à la guerre déjà. Il s'est opposé radicalement à la guerre, c'est pour ça que, si vous voulez, qu'on peut dire qu'il en est sorti moralement vainqueur. Et puis il est sorti à nouveau, bien qu'il n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale évidemment, mais il a, dès 1933, on peut dire qu'avec le livre qu'il a consacré à Hitler, donc sur la base d'une connaissance d'à peu près 1 an de pouvoir nazi. Il avait compris de façon tellement fondamentale et complète tout ce qui allait se passer que on en reste vraiment confondu quand on lit ça aujourd'hui. Donc on peut dire qu'il est aussi, d'une certaine façon, par anticipation, sorti vainqueur de cette deuxième tragédie. Après élimination de toutes les traces de souvenirs de Marx et de Lassalle, comment présenter cette métamorphose de l'âme d'une façon plus parfaite que ce qui se passe à Dachau? Certes, tout ceci apparaît incroyable au monde, parce qu'il est incapable de l'imputer à une zone allemande dont le déchaînement permet de se faire une idée de ce qu'était la violence originelle. Imagination pleine d'inventions. Richesse de formes toujours nouvelles, de torture et d'humiliation, romantisme de la profanation de l'humain, jusqu'à ce qu'il le vive et le supporte. Ce monde pourrait-il vaquer à ses occupations et trouver le sommeil, s'il se rendait compte que ces choses se passent juste à l'instant où on se les imagine, toujours et encore, que les êtres humains sont étendus sans dormir, avant d'être frappés et obligés de compter les coups, et que dans la souffrance et l'attente de la souffrance, dans la cruauté insensée et sans issue, il existe des possibilités face auxquelles la torture et le danger des époques de guerre pâlissent. Ose-t-il jeter un regard dans un enfer où les souffrances de toutes sortes, la douleur et le sang, échauffent l'ardeur monstrueuse de ces tortionnaires, rameutés par Bruegel et Jérôme Bosch, jaillis du Moyen-Âge, pour rattraper ce qui n'y a pas été commis? Voit-il les yeux de ces comparses de l'effroi, dont la jeunesse sexuelle vit et retient l'énigmatique combinaison de tourments et de délices? Car même ici, jusque dans l'orgie de sang et d'excréments, la nature a sa part, et une porte est ouverte sur l'enfer, d'où il n'y a pas de retour pour qui en jouit. On a l'impression que, à certains égards, ce qui nous arrive en ce moment ne fait que réaliser certains des pronostics les plus pessimistes de Krauss. Par exemple, la toute-puissance des médias. Alors c'est compliqué, parce que toute puissance des médias accompagnée en même temps d'une situation de crise économique assez dramatique, notamment pour la presse écrite. Mais quand la presse écrite, se trouve mise en difficulté, elle l'est en grande partie du fait d'Internet, qui pose des problèmes à certains égards encore plus sérieux. Qui est un média, oui. Absolument, et c'est un média, si vous voulez, qu'on a l'impression que on est encore moins protégé parce que contre la presse, l'individu n'était pas beaucoup protégé à l'époque de Krauss, et il a passé son temps à se plaindre de ça, si vous voulez, du fait de l'impunité des journaux. Et notamment de l'entrée des journaux et des médias, et c'est bien le cas d'Internet, dans la vie privée. Dans la vie privée, oui, tout à fait. La confusion entre la vie privée et la vie publique, ça c'est une chose qui l'a toujours indigné. Il a mené un nombre de batailles considérables sur ce point précis, et là c'est quelque chose qui est en train de devenir un problème réel. Avec d'ailleurs la complicité, c'est toujours la même chose, la complicité des individus, parce que on a l'impression que, au lieu de protéger leur vie privée, ils ont surtout envie d'aller se montrer. Je suis sidéré personnellement, c'est la facilité avec laquelle les gens se laissent convaincre d'aller exposer leur malheur devant une caméra de télévision.
Il y a des choses dont on n'a pas forcément envie de parler, etc. Bon, donc ça se fait très naturellement parce que les gens le veulent. Hein. Ils résistent très très peu à ça. Un certain exhibitionnisme aussi. Absolument, il y a une combinaison de, comment dire, du voyeurisme du spectateur et puis l'exhibitionnisme de l'intéressé, bon, qui ne résiste pas du tout, il n'a aucune envie de résister à la tentation de se montrer, y compris de se montrer sous des aspects qu'on aurait plutôt tendance de façon générale à vouloir garder secret. Bon. Donc, à propos d'Internet, qui est en train de devenir un problème à certains égards encore pire, parce que il y a pratiquement pas de garantie existante. Hein, des garde-fous. Oui. Est-ce qu'il y aura un jour, si vous voulez, est-ce qu'un garde-fou juridique convenable pourra un jour exister? C'est pas sûr du tout. C'est d'une telle complexité qu'on voit pas très bien comment ça pourrait se faire. Donc, je crois que c'est Bernard Williams, c'est un philosophe de Cambridge, qui a dit dans un livre très sérieux, intitulé Vérité et Véracité, il évoque le problème d'Internet et il dit que Internet c'est le cancan mondialisé. C'est absolument vrai. Autrefois la rumeur, bon, faisait le tour du village ou bon, à la rigueur d'une petite ville, bon, et puis bon, ça s'arrêtait là, mais c'est que maintenant le cancan, c'est-à-dire les assertions qui ne reposent rigoureusement sur rien, qui peuvent être raconter des choses purement inventées et tout, ça peut faire le tour du monde quasiment en rien de temps. Ça, je pense que ça aurait énormément inquiété Krauss. Il aurait vu là aussi la confirmation et presque l'amplification de tout ce qu'il avait craint. Donc on a ce problème, on en a bien d'autres. Hein. Évidemment, il n'y a pas que la toute-puissance des médias ne constitue pas le seul problème du monde actuel. Il y a la guerre toujours. Bon, la guerre qui continue à exister. Alors, elle n'a pas existé en Europe depuis un certain temps, encore que pas si longtemps que ça, quand on regarde l'Yougoslavie. Et bon, il y a le conflit israélo-palestinien, il y a ce qui se passe en Afrique, etc. Donc, on n'est absolument pas sorti de l'état de guerre. Et il y a chez Krauss quelque chose d'admirable, celui dans la dénonciation qu'il a faite dès la guerre de 14, de ce qu'il considérait comme le caractère imbécile et criminel de la guerre, y compris celle de 14, parce que après coup, il y a eu une tentative d'héroïsation du conflit, qui est en train de se reproduire, parce que je vois bien à nouveau, étant donné que ça a commencé depuis un certain temps, on a déjà lu pas mal de choses sur la guerre de 14, elle est considérée essentiellement sous cet aspect. Les aspects qu'ont dénoncé un certain nombre de gens, il n'y en a pas eu beaucoup, mais bon, il y a eu en particulier Krauss, il y a eu, en France, il y a eu des gens comme Romain Rolland, il y a eu Bertrand Russell en Angleterre, enfin, il y a eu un tout petit nombre de gens qui ont pris position depuis le début ouvertement contre la guerre, et qui ont, encore une fois, un peu, à mes yeux, en tout cas, sauvé l'honneur. Alors après la guerre, une chose qui a indigné particulièrement Krauss après la fin de la guerre, c'est les visites organisées, les visites touristiques sur les champs de bataille. C'est une chose qui est en train de se refaire actuellement, évidemment, qui va connaître un regain de vigueur. Alors, il était indigné par ce qu'on peut appeler le développement de l'industrie du souvenir, parce qu'il pensait que l'industrie du souvenir avait essentiellement pour fonction de faire oublier la chose essentielle, à savoir que les morts de la guerre avaient été victimes de ce qu'on peut qualifier d'assassinat. Un assassinat qui a été un assassinat de masse, qui a été conçu et organisé par des criminels. Alors il classait au nombre des criminels évidemment un certain nombre d'hommes politiques, les militaires, les généraux, un certain nombre de journalistes, parce qu'il a vraiment été indigné par l'attitude de la presse. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a quelque chose qui a renforcé Krauss dans son hostilité à l'égard de la presse de façon irréversible. C'est l'attitude que la presse a eue pendant la guerre. C'est-à-dire avant, bon, évidemment, il pensait déjà pas beaucoup de bien de la presse, mais je pense qu'après, il a estimé qu'elle s'était conduite de façon impardonnable, en encourageant, en incitant ouvertement au meurtre de masse, hein, c'est-à-dire en encourageant pas seulement le patriotisme, mais le bellicisme caractérisé. Et alors en 1916, je crois bien me souvenir que Kierkegaard, qui avait eu lui-même de très gros problèmes avec la presse, à cause de l'épisode amoureux qu'il avait eu avec Régine Olsen. Donc il avait été victime d'une campagne de diffamation caractérisée de la part d'un organe de presse dont j'ai oublié le nom, peu importe d'ailleurs. Et Kierkegaard avait écrit une chose terrible. Il a écrit que s'il serait prêt à appuyer lui-même sur la détente du fusil, s'il était bien certain que la personne qui est devant lui, ou les personnes, que ce sont des journalistes, et qu'eux seuls pourront souffrir de ce qui se passera. Donc il expliquait en gros qu'il commanderait lui-même la salle, bon, volontiers, alors que ça a repris cette citation de Kierkegaard,
en 1916. Vous voyez donc à quel moment et dans quelles circonstances. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu le problème. Krauss dit qu'il y a eu je ne sais plus combien d'exécutions pour mutinerie dans l'armée autrichienne. Bon, il y en a eu énormément pour une raison évidemment que la France n'avait pas, qui était le grand nombre de nationalités qui composaient l'Empire austro-hongrois et dont certaines avaient une loyauté à l'égard de la monarchie qui était plus ou moins douteuse. Par exemple, un des frères de Wittgenstein, le frère aîné Kurt, s'est suicidé parce qu'il commandait un régiment de Hongrois qui ont fait défection et dont il a commis ce qu'on appelle le suicide d'honneur. Donc ce que je voulais dire, c'est que Krauss voulait dire au fond que ceux qui commandent la salve, si vous voulez, contre les soldats, ce sont à l'arrière-plan, ce sont plutôt les journalistes, pas seulement eux bien sûr, mais entre autres eux. Donc je crois que ça a créé chez lui une espèce peut-être de haine presque obsessionnelle de la presse dans ce qu'elle est capable de faire à certains moments de pire. Elle ne fait pas que ça, mais il est bon de se souvenir. Et il a réagi d'ailleurs à peu près de la même façon en 1933, c'est-à-dire il a eu le sentiment que là aussi la presse n'avait pas fait son travail. Elle n'avait pas procédé aux mises en garde qui auraient été nécessaires, elle n'avait pas fait l'effort d'abord de comprendre ce qui se préparait, elle avait manqué donc de vigilance, et puis une fois de plus, il était convaincu qu'elle s'était comportée de façon opportuniste, c'est-à-dire elle avait attendu prudemment de voir qui serait le plus fort pour se ranger de son côté, le plus fort s'étant révélé être pour finir Hitler. Le crime mondial a consisté et consiste dans le fait que la personnalité remplacée par toute espèce de technique et l'autorité que l'on retire de l'anonymat permettent à des têtes et à des caractères de valeur douteuse de s'arroger l'apparence de savoir et de dignité devant des gens à la moyenne desquels ils sont faits pour appartenir. C'est tout le pouvoir de porter la guerre, et dans toute époque de paix, la peste culturelle dans le monde. Le danger était la possibilité que les incompétents moraux et intellectuels aient la parole. Mais n'est pas encore, loin de là, la certitude que ce sont précisément les rebuts de l'humanité qui parlent de l'humanité. Mais qu'en est-il à présent, où le miracle de l'encre en imprimerie se rend autonome, n'a plus besoin des prétextes culturels, libéré qu'il est complètement de toute responsabilité, et, n'obéissant plus qu'aux pulsions d'une nature humaine de bas niveau, s'adresse précisément à elle. Quand la médiocrité en tant que telle, qui auparavant forgeait ses plans dans le secret, paraît. Die Fackel, volume 696, 1925, Karl Kraus. À propos de la Fackel, Jacques Le Rider. C'est un des monuments les plus ahurissants de la littérature européenne. Une revue magnifiquement écrite qui représente un océan de pages, qui représente un travail rédactionnel énorme, car Karl Kraus écrivait chacun de ses articles comme un écrivain peaufine le texte d'une nouvelle ou d'un recueil d'aphorismes. Et puis, à partir de 1911, Karl Kraus, qui de toute façon avait déjà été l'auteur de plus des 3/4 du volume rédactionnel de la revue, devient l'unique auteur. Il est donc l'unique auteur, le directeur, le responsable de la publication, l'organisateur de Die Fackel. C'est titanesque, il n'y a pas d'autre mot. C'est une vie entière consacrée à l'écriture, à la publication, surtout si on y ajoute l'abondante production parallèle à Die Fackel. Parce que Die Fackel est devenu très vite le lieu où Karl Kraus publie ses pièces de théâtre, ses aphorismes, ses poèmes, mais tout de même il ne les publie pas tous et
pas intégralement dans Die Fackel. Il y a aussi des textes qui naissent en dehors de Die Fackel. Et si on ajoute à ça encore la correspondance, les textes de conférences dont Karl Kraus écrivait chaque mot avec le plus grand soin, c'est vraiment une existence d'écrivain totalement voué au culte de l'écriture, à la création intellectuelle et verbale. Je crois que le seul domaine qui fait un peu concurrence à l'écriture dans l'univers esthétique et dans la sensibilité de Karl Kraus, c'est le théâtre. Karl Kraus, au départ, avait une vocation rentrée parce qu'il n'était pas aussi brillant sur le théâtre que sur le papier. Il rêvait d'être acteur, il a d'ailleurs été acteur, et pendant toute sa vie, il restera acteur. C'est un performeur, en fait. C'est un performeur, et c'est ce qui fait la plasticité extraordinaire de la parole krausienne et du texte de Karl Kraus. Il y a une théâtralisation qui donne du corps à ces textes, qui donne du corps, de la sonorité, de l'expression à ces textes, qui leur donne une sorte de visualité paradoxale, une sorte de force acoustique. C'est ça qui fait de la langue de Karl Kraus un phénomène génial et unique dans la langue allemande contemporaine. Bezwungenes Böses nicht beendet hab, der Freiheit Glück in Fluch gewendet hab, hinauf gelangte die den Band gefüllt, vor fremdem Hunger eigene Gier gestillt, vom Futtertrog zu weichen nicht gewillt, Gründler des Fortschritts, das Herz verließ, der Welt ihm das Kraus, au fond, c'est à la fois sa grandeur et peut-être son échec, mais Kraus se considérait vraiment comme une figure du jeu politique, et il l'a été à certains moments. Il se considérait comme une sorte de puissance. Sa Fackel, n'est-ce pas, se présente elle-même comme une puissance d'éclairement sur la réalité autrichienne. La même introduction au premier numéro de la Fackel se fonde sur un jeu de mots tout à fait étonnant. N'est-ce pas, cette Fackel, ce flambeau, est réputé être un moyen pour éclairer l'Autriche-Hongrie de cette époque. Et Kraus ajoute, cet empire sur lequel le soleil ne se lève jamais, n'est-ce pas? Et il renverse, il fait la comparaison avec Charles Quint, n'est-ce pas? Autre Habsbourg qui avait donc à quelques siècles de distance un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Vous voyez le renversement à la fois très simple, mais qui produit une sorte d'effet de saisissement. Et évidemment, une fois que ce jeu de mots a été fait, n'est-ce pas, l'empire sur lequel le soleil ne se lève jamais, une fois que ce jeu de mots a été lancé, il porte sa signature définitive. Il est à la fois parfaitement simple et parfaitement précis, d'une grande dureté, n'est-ce pas? On pense un peu, en disant quelque chose comme ça, à la fameuse cacanie de l'homme sans qualité de Musil. Mais cette volonté d'assumer vraiment un rôle d'acteur politique, une sorte de contre-pouvoir, déjà contre la presse libérale de l'époque, contre les puissances industrielles, longtemps aux côtés, bien sûr, de la social-démocratie, mais ensuite avec des distances prises aussi à l'égard du mouvement ouvrier. Ce sont des caractéristiques d'une sorte de volonté d'emprise sur l'époque. Pourquoi il n'y a pas d'équivalent chez Musil? Il faut dire, Daniel Schultes, que ce qui est assez étonnant et fascinant chez Karl Kraus, c'est qu'il est difficilement classable.
finalement, on peut pas tellement le ranger d'un côté ou de l'autre. C'est un territoire. Karl Kraus, c'est un territoire. Il est à la fois autoritaire, mais en même temps, il a un humour très aiguisé, assez étonnant. Et cet humour lui permet de dire certaines choses. Il analyse le langage. Il pourrait être dans la philosophie, la littérature. On dit journalisme, mais est-ce que ça traduit vraiment quelque chose? Enfin, il est insituable. Il est lui-même, et au-delà, on a du mal à le rattacher à quelque chose. Oui, vous avez raison. Lorsqu'on cherche des figures parallèles, on tombe sur peut-être des auteurs de la tradition française. On peut penser à Voltaire, qui en son temps était une puissance. On peut penser à Zola. Dans d'autres horizons, peut-être en Italie, à D'Annunzio. Et donc cette figure, une puissance littéraire autonome, n'est-ce pas? L'anglais a cette formule excellente qui parle de one man army. On a vraiment quelque chose comme ça avec Kraus. Cela dit, il est situable en ceci que il est tout d'abord situé. Il est lui-même un auteur extrêmement proche de son époque, et en partie c'est ce qui le rend aussi peut-être insaisissable pour nous aujourd'hui. Je pense que Kraus, dans l'espace ou les espaces de langue allemande, garde une certaine présence, ne serait-ce que parce que il a représenté, si on pense en particulier à la littérature autrichienne, il a représenté une façon de pratiquer la littérature qui la détache de toute forme de complaisance. Et ce détachement de toute complaisance, on le rencontre chez d'autres auteurs encore aujourd'hui, y compris au théâtre, avec bien sûr le célèbre Thomas Bernhardt ou peut-être aussi jusqu'à un certain point, je ne sais pas, Herta Müller. Ce sont des postures qui n'existent pas de cette façon, je pense, dans d'autres horizons littéraires. Peut-être Beckett aussi, bien sûr, a-t-il pris quelque chose de cette sécheresse, de ce détachement, de cette volonté par des formules brèves et dures d'aller à l'essentiel en se détachant de toute forme de complaisance, de romantisme et en pratiquant une sorte de style impitoyable et sec. Donc je pense que Kraus reste connu, mais c'est une sorte d'écrivain pour écrivain, n'est-ce pas? Comme les philosophes ont la notion de philosopher, un philosophe pour philosophe. Il y a chez Kraus quelque chose qui en fait un écrivain pour écrivain, même si, à vrai dire, Kraus lui-même disait que, c'est une formule assez marrante de lui, pour lui, un écrivain qui lit, lui donne à peu près le sentiment d'un sommelier qui boit. Il a une autre formule tout à fait excellente dans ce domaine qui exprime bien une sorte de volonté de couper court, n'est-ce pas? Cette formule dit quand je pense à tous ces livres que j'ai le temps de ne pas lire. Voilà, ça c'est Kraus, n'est-ce pas? C'est le renversement de ce qu'une formule convenue nous laisse attendre, n'est-ce pas? Et il y a une capacité d'entrer dans la phrase, dans la construction de la pensée que la phrase capte, pour la détourner par des moyens très simples au dernier moment et pour lui faire rendre quelque chose qui porte une sorte d'individualité qu'on pourrait dire méchante jusqu'à un certain point. Ou la recherche d'une certaine originalité un peu par jeu, un peu ludique aussi. Ah bien sûr, la dimension du jeu est importante. Elle s'accroît par la simplicité des moyens utilisés, n'est-ce pas? À proportion que, prenons ce basculement de tout à l'heure entre bringen et umbringen, c'est comme des Legos, n'est-ce pas? Le changement est très simple. Et en même temps, il a fallu entrer dans la syntaxe, comprendre la possibilité de détournement qu'elle comportait et s'en saisir dans une sorte de geste qui correspond presque à une sorte de lutte, une sorte de corps à corps avec des phrases simples et vigoureuses. Dort ist wahre Not, die Greise und die Kinder dort verderben, weil hier auf die andere Weise uns zum Trost die Männer sterben. Eure Schlachtbank lässt nie darben,
ihre Angestellten Kunden Raben haben, seit sie sterben, immer nah. Bonsoir ou rebonsoir, deuxième volet de notre série documentaire sur Karl Kraus. Karl Kraus, combattant du verbe, toujours avec Jacques Le Rider, Gérard Stig, Jacques Bouvresse, Daniel Schultes, Vincent Grandjean et Jacques Roman pour les lectures, en collaboration avec l'Espace Éclair à Lausanne. Une émission conçue et réalisée par David Collin. Le labo. David Collin. C'est très curieux. Bon, moi, ma vie intellectuelle Gérard Stig a été déterminée par la découverte de Kraus à l'âge de 18 ans à peu près. Ah oui, ah oui. Donc j'ai eu la surprise extraordinaire de Troisième de Walpurgis. Bon, je suis né citoyen du Troisième Reich encore, donc et devenu autrichien après, mais j'ai grandi évidemment dans un environnement, vous imaginez bien que la dénazification n'a pas eu lieu en 1945. Donc j'ai grandi dans un environnement post-traumatique, Oui, mais avec toujours les mêmes. mais avec la même idéologie, etc. Et notamment, évidemment, c'est dit qu'on ne pouvait rien savoir. Et quand j'ai lu à 18 ans Troisième de Walpurgis, tout s'est clarifié, écroulé, et j'ai lu en même temps, évidemment, Les derniers jours de l'humanité. Ce drame, dont la représentation, mesurée en temps terrestre, s'étendrait sur une dizaine de soirées, est conçu pour un théâtre martien. Les spectateurs de ce monde-ci n'y résisteraient pas, car il est fait du sang de leur sang, et son contenu est arraché à ces années irréelles, impensables, inimaginables, pour un esprit éveillé, inaccessible au souvenir et conservé seulement dans un rêve sanglant, années durant lesquelles des personnages d'opérette ont joué la tragédie de l'humanité. L'action éclatée en centaines de tableaux ouvre sur des centaines d'enfers. Elle est, elle aussi, impossible, dévastée, dépourvue de héros. L'humour n'est que le reproche à soi-même de quelqu'un qui n'est pas devenu fou à la pensée d'avoir gardé le cerveau intact, en témoignant de cette époque. Seul lui, qui livre à la postérité la honte de sa participation, a droit à cet humour. Quant à ses contemporains qui ont toléré qu'adviennent les choses décrites ici, qu'ils relèguent le droit de rire derrière le devoir de pleurer. Les derniers jours de l'humanité. Introduction. Karl Kraus.
Pour venir à cet aspect de l'éthique, je crois qu'il faut lier ça très clairement chez Karl Kraus, éthique et pensée juridique. La satire de Karl Kraus est une satire d'un procès perpétuel. Et les derniers jours de l'humanité sont effectivement un procès perpétuel, un procès final, un dies irae, un dernier jour du jugement. Tous les petits morceaux, tous les matériaux qui forment finalement des éléments de l'acte d'accusation. Tout se tient aussi de ce point de vue, des pièces à conviction apportées. Et même le plus petit truc prend une dimension extraordinaire à l'intérieur de ce système où tout se tient. Et je reviens au dernier jour de l'humanité et leur histoire dans les années 20. Donc, évidemment, vous imaginez bien que Karl Kraus n'a pas eu que des amis à cause de ça. Et quand il a lu, en 1925, 26, 27, à la Sorbonne, des extraits des derniers jours de l'humanité, il a été accusé, donc, par la presse allemande, partiellement autrichienne, de souiller son propre nid. D'être antipatriote. Et ça lui a inspiré, donc, un discours Der Vogel, der sein eigenes Nest beschmutzt. Donc l'oiseau qui souille son propre nid. C'était donc l'attaque lancée contre Karl Kraus. Bon, il a trouvé le moyen, évidemment, avec sa dialectique extraordinaire, de dire non. Non, je ne suis pas l'oiseau qui souille son propre nid. Je suis l'oiseau qui est souillé par son nid. Donc, les derniers jours de l'humanité sont un exemple de cet aspect-là. Pour finir avec cette question de l'éthique et du procès, finalement, éthique et droit. Alors, par exemple, pour Canetti, Karl Kraus est l'incarnation de la loi. Un peu trop. Un peu trop. Mais même pour Walter Benjamin, l'essai de Walter Benjamin sur Karl Kraus vient à la même conclusion, c'est-à-dire il est l'incarnation de la loi. Et c'est quelqu'un qui est respecté comme la loi. Je prends un exemple tout à fait extraordinaire, là, parmi les témoignages de contemporains, intellectuels de l'époque sur Karl Kraus. Vous avez par exemple Kokoschka, qui dit que Karl Kraus est descendu en enfer pour juger les vivants et les morts. Donc, on revient à la dimension apocalyptique, biblique, et ainsi de suite. Et Canetti insiste beaucoup sur le fait que ce serait prétentieux d'écrire aujourd'hui une introduction au dernier jour de l'humanité. Il dit « Chacun né dans ce siècle est une introduction à cette pièce-là ». Et dans cette pièce-là, on apprend surtout le potentiel qui est en chacun. Et là, évidemment, vous avez la dimension vraiment éthique. C'est-à-dire, on n'apprend pas seulement condamnation des autres, mais apprendre que les derniers jours de l'humanité, toutes ces imbécilités, brutalités, crimes, etc., sont potentiellement en nous-mêmes. Parce que les gens en question ne sont pas des monstres en soi. Ce sont des gens de la moyenne, en grosso modo. C'est tout le monde qui parle dans les derniers jours de l'humanité. On peut apprendre dans cette pièce, donc cette dimension, là ça me paraît vraiment le plus important. Sachant que malgré l'aspect très viennois de la langue, des jeux de mots, du contexte, cette pièce, cette œuvre peut être reçue aujourd'hui comme une autre sorte, un avertissement contemporain aussi. D'ailleurs, c'est très intéressant. Bon, évidemment, c'est une pièce d'une extrême actualité. Mais c'est pas cet aspect qui est le plus intéressant. Quand il dit les derniers jours de l'humanité, die letzten Tage der Menschheit, ce n'est pas seulement l'humanité qui peut disparaître, c'est surtout le côté humain en nous. C'est ça, de la même manière, on pourrait dire que c'est les derniers jours de l'éthique ou les derniers jours de la morale. Évidemment. C'est le titre. Évidemment. Voilà. Les faits les plus invraisemblables exposés ici se sont réellement produits. J'ai peint ce que, simplement, on fait. Les conversations les plus invraisemblables menées ici ont été tenues mot pour mot. Les inventions les plus criardes sont des citations. Des phrases dont l'extravagance est inscrite à jamais dans nos oreilles
deviennent champs de vie. Le document prend figure. Les récits prennent vie sous forme de personnages. Les personnages dépérissent sous forme d'éditorial. La chronique a reçu une bouche qui la profère en monologue. De grandes phrases sont plantées sur 2 jambes. Bien des hommes n'en ont plus qu'une. Des voix fusent, fulminent à travers l'époque et enflent, chorale de l'acte sacrilège. Des gens qui ont vécu parmi l'humanité et lui ont survécu, acteurs et orateurs d'un présent qui n'a pas de chair, mais du sang, pas de sang, mais de l'encre, sont reproduits sous forme d'ombre et de marionnettes et réduits à la formule de leur inconsistance active. Des larves, des lémures, masques de carnaval tragique sont pourvus de noms vivants. Or, il doit en être ainsi, car dans cette existence temporelle déterminée par le hasard, rien n'est dû au hasard. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'époque qui a permis cela prenne l'horreur devenue verbe pour autre chose qu'une plaisanterie, surtout là où elle résonne dans les douces profondeurs des dialectes les plus horrifiants, et qu'elle prenne ce qu'elle vient de vivre, ce à quoi elle vient de survivre, pour autre chose qu'une invention dont elle honnie le contenu. Car plus grande que la honte de la guerre est celle des hommes qui ne veulent plus rien en savoir. Ils admettent qu'elle est, mais pas qu'elle a été. Ceux qui ont survécu ont fait une croix sur elle. Quand bien même les masques défilent le mercredi des cendres, ils ne veulent pas être rappelés les uns aux autres. Oh, combien compréhensible le désenchantement d'une époque qui, jamais incapable de vivre ou même de s'imaginer vivre quoi que ce soit, reste inébranlable devant son propre effondrement. Elle qui ressent aussi peu le repentir que les effets de l'action qui a pourtant suffisamment l'instinct de conservation pour se boucher les oreilles devant les enregistrements de ces chants héroïques et suffisamment le sens du sacrifice pour les entonner à l'occasion. Qu'une nouvelle guerre éclate paraît le moins inconcevable à ceux pour qui le slogan « Que voulez-vous, c'est la guerre ?» permettez et couvrez toutes les infamies, mais pour qui le seul fait de rappeler « C'était la guerre » perturbe le repos mérité des survivants. Ils avaient l'impression de conquérir le marché mondial, le but pour lequel ils étaient nés, en armure de chevalier. Ils doivent se contenter d'une affaire bien moins reluisante, bazarder la ferraille à la brocante. Allez donc leur parler de guerre dans pareil climat. Et il est à craindre que l'avenir, sorti de la cuisse d'un présent à ce point ravagé, ne fasse pas preuve lui non plus d'une plus grande force de compréhension, en dépit d'une distance plus grande. Il n'empêche qu'un aveu de culpabilité aussi total, celui d'appartenir à cette humanité-là, ne manquera pas d'être bienvenu en quelque endroit et utile en quelque temps. Et tant que les esprits des hommes encore sont en furie, délivrons à la haute cour, sur le décombre, ce message d'Horatio à celui qui incarne le renouveau. Et laissez-moi dire au monde qui l'ignore comment tout ceci advint. Vous apprendrez des actes charnels, sanglants, contre nature, des verdicts hasardeux, des assassinats aveugles, des meurtres dus à la violence et à la perfidie, et des projets qui, échoués, retombent sur ceux qui les conçurent. De tout ceci, je vous ferai le récit véritable. Les derniers jours de l'humanité. Introduction. Karl Kraus. Il y a une chose importante que vous avez dit à propos, Jacques Bouvresse, à propos de finalement de ce que la guerre provoque, puisque aussi là, Karl Kraus le dit très rapidement. Attention, s'il y a la guerre, ça va changer. Il y aura la guerre, bon, il y aura des morts, il y aura la destruction peut-être de l'Empire austro-hongrois et de d'autres choses, mais ça va aussi changer l'homme. C'est aussi ça les derniers jours de l'humanité. Finalement, c'est les conséquences de la guerre. Qu'est-ce que ça va changer et qu'est-ce que ça peut provoquer ensuite ?
Alors, c'est un peu la question du sens qu'il faut donner au titre. Les derniers jours de l'humanité, je pense pas que Krauss ait voulu dire que l'humanité va cesser d'exister physiquement. Il pensait pas à un risque de disparition totale, mais il pensait certainement à un risque de déshumanisation, qui a été à l'origine de ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire, je crois qu'il a un des points forts de son analyse, c'est le fait qu'il ne sépare jamais les deux guerres l'une de l'autre, parce qu'on a tendance à faire une différence qualitative, étant donné à penser que la nature des horreurs qui se sont produites dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, que c'est quelque chose de qualitativement différent, ce que d'ailleurs il lui arrive de dire. Mais en même temps, il n'y a pas de rupture complète sur la CG, il y a plutôt une évolution continue. On évoquait il y a un instant ce phénomène spectaculaire de l'appauvrissement considérable du prix de la vie humaine, quelque chose qui a compté énormément. Il y a déjà, si je me souviens bien, dans les derniers jours de l'humanité, il a mis en frontispice dans le livre l'exécution d'un traître, entre guillemets, qui s'appelait Cesare Battisti, si je me souviens bien, qui était un Italien originaire des provinces irrédentes et qui avait choisi de faire la guerre du côté de l'Italie. Alors il a été arrêté et après un jugement sommaire, il a été pendu et on ne s'est pas contenté de le pendre, on a pris des photos. On voit, c'est une photo extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, c'est une photo absolument poignante parce que quand on la voit, on n'en croit pas ses yeux. Et elle a été divulguée sous forme de carte postale. Et il dit, le pire, c'est même pas à la limite que ce genre d'horreur puisse se faire, c'est que on éprouve le besoin de les représenter. C'est-à-dire, on redouble en quelque sorte l'horreur de cette façon-là. Et je crois qu'il avait le sentiment, qu'une humanité qui est capable de faire ça est capable de tout. Et que, décidément, ce qui se passera après, il faudra pas être tellement surpris. Et donc, je pense que vous avez raison, il y a quelque chose de dramatique dans cette incapacité où on se trouve de tirer des conséquences. On aurait pu échapper à un désastre encore pire que celui de la Première Guerre mondiale si on avait été capable d'apprendre quelque chose de la Première. Mais il pensait qu'on n'a rien appris, tout a recommencé exactement comme avant. Les gens qui auraient dû rendre des comptes n'ont pas eu à le faire. Donc, il n'y a pas eu de prise de conscience, il le dit à plusieurs reprises, et on a l'impression qu'il voit les chances d'une prise de conscience réelle s'éloigner en fait de plus en plus. C'est-à-dire 30 ans après la fin de la guerre, il se rend compte qu'est-ce que j'ai dit 30 ans, non, ça fait beaucoup. 20. C'est 20 ans, oui. Et du coup, il a commencé à publier La Faculte en 1899. En 1929, il y a eu la République autrichienne, donc l'a sollicité pour une espèce de célébration du 30e anniversaire. Et là, il a intitulé ça, si je me rappelle bien, Im 30. Kriegsjahr, dans le 30e année de la guerre. C'est-à-dire, il a l'impression qu'on n'en est pas sorti. On est toujours dans la guerre. La guerre permanente. Oui. On n'a rien appris de la guerre réelle, telle qu'elle a eu lieu. Et elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Et les dangers qui y ont conduit sont toujours là. Et comme on a l'impression d'avoir fait la paix, de l'avoir fait pour longtemps, on est exposé encore bien plus qu'avant, d'une certaine manière, à une répétition de ce qui s'est passé, avec la répétition aggravée. Votre goût ancestral de l'extermination a fait que jusqu'ici nous avons tenu bon. Mais sachez à présent que dimanche dernier, le dieu Mars a rompu nos accords premiers. Nous avons mûrement réfléchi et pour la défensive, pris parti. Nous avons résolu d'éradiquer votre planète ainsi que tous les fronts et tous ces prétentieux vers de terre qui se targuèrent de monter à l'assaut des sphères. Et en tout ce qu'ils firent, portèrent outrage à la création, réduisirent les bêtes au supplice, les hommes à l'esclavage, honorèrent l'infamie et châtièrent le mérite, engraissèrent les méchants, massacrèrent les bons, méprisèrent avant tout leur propre honneur, firent d'eux-mêmes un enclos pour les biens de ce monde. Ils salirent leur langue par leur façon de parler, conditionnèrent leur âme et leur sens, leurs pensées et leurs paroles, et leur au-delà, uniquement pour l'export. Ils mirent au service des marchands la mort, le diable, Dieu, l'univers et les arts. Ils cachèrent les fins derrière les moyens.
Ils payèrent de leur corps les produits, esclaves de leur nécessité. Subvenant à leur existence par leur propre existence, ils se vendirent eux-mêmes pour de la marchandise, disputèrent aux autres la matière première, et n'en finirent pas du commerce de la haine. Ils s'aveuglèrent à force d'argent et de venin, s'avérèrent dans leur ignoble néant indignes de la lumière éternelle, et sous les rayons des astres et soleils se livrèrent des batailles remportant l'infamie, unis dans l'abjection du sud au nord, employant l'esprit uniquement pour tuer des corps, et à l'unisson, de l'est à l'ouest, empestant l'air de vengeance et de fumée. Ils surent prier pour mieux tuer, et rougir non de honte, mais de sang. Ils blasphémèrent leur Dieu et foulèrent du pied l'ultime trace vivante de leur nature. Firent prendre des vessies pour des lanternes, mystifièrent le paysage avec les couleurs du pays, mangèrent du fer tout en se contentant de la nourriture mensongère des victoires, insistant sur la détresse du prochain, cuisant leur soupe dans l'incendie du voisin, prélevant leur repas sur la faim des autres, sans se rassasier pour autant. Ils chargèrent la tête de l'autre de charbons ardents, pour se procurer un peu de chaleur, taxer insolemment cette douce sensation, et pour leur profit, augmenter le prix du beurre. Ils commirent extorsions et pillages, mentirent comme on respire, et n'ingurgitèrent pour toute nourriture que leur propre folie, estropiés de la victoire avec leur orgue de barbarie, agents secrets vérolés de frais, marchands, héros et chasseurs d'hommes, artilleurs, porteurs de germes, exploiteurs forcenés des trésors de l'imagination, banqueroutiers de leur propre économie, voleurs des grands chemins idéalistes, aventuriers dans une vallée de larmes, armés de culture, habiles et savants, surarmés et sous-alimentés, puissants par la grâce de leurs machines, hautains et pourtant pleins de bassesse, vils sujets convaincus de leur valeur, ingénieurs infatués du chemin de fer de Bagdad, flibustiers des sommets, escrocs des profondeurs, hyènes qui s'accouplaient à la vie et à la mort, aviateurs qui collent à la terre, esclaves des nouvelles inventions, spécialistes de la technique et des mauvais traitements, barbares qui s'éclairent à l'électricité, eurent l'idée, avant de mourir, d'équiper la mort de tout le confort, de sorte qu'elle vécut à l'aise auprès de tous ceux qui, fuyant leur origine, aspiraient à la guerre. Non défavorable à une paix négociée, voici ce que l'univers a décidé. Venant de Mars, nous ne sommes point conquérants, mais quand on attaque grandement. Pour le salut de l'univers et de tous ses adeptes, nous prenons vos méthodes qui ne sont pas ineptes. Pour chercher et tuer en toute confiance, nous avions besoin de votre belle science. Au télescope, bon Dieu, cette fichue planète, ce nain martial ne valait pas tripette. Nous voulons simplement que le temps soit plus clair, et en aucune façon élargir nos frontières. L'épreuve fut difficile. Oyez le résultat. Nous projetons pour vous le destin que voilà. Votre intention n'est pas d'un jour vous annexer. Ce serait aux dépens de notre renommée. Pour garantir la paix, ce dont nous sommes fiers, nous voulons simplement protéger nos frontières. Nous ne voulons pas prendre possession de vos biens et mènerons l'affaire par un autre moyen. Pour les dommages de guerre, c'est vous qui les paierez. Des annales à jamais seraient ensuite rayées, à telle fin que les sphères de toute éternité ne puissent porter plainte d'une harmonie troublée, qu'au grand jamais la main des penseurs et truands ne puisse porter atteinte au serein firmament, que jamais le tonnerre des batailles, des affaires, ne pénètre l'enceinte silencieuse de nos sphères. L'univers trop longtemps vous entendit parler. L'éternité a d'ores et déjà commencé. Votre attente fut longue, la nôtre le fut aussi. Nous, c'était dans le calme, vous, c'était dans l'envie, pour que sur votre terre encore pleine d'espoir, puisse enfin advenir finalement la victoire, les contradictions se taisant dans les tombes, nous vous ensevelissons sous un tapis de bombes.
Jacques Bouvresse, les Français ont voulu à un moment donné qu'on attribue le prix Nobel de littérature à Karl Kraus. Et quand on regarde son action, on se dit littérature. Est-ce que c'était si juste? Et si c'est juste, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est son œuvre véritable? Je pense qu'on peut dire deux aspects à distinguer. Il y a un bon nombre d'articles de Kraus qu'on peut considérer à peu près comme des articles de circonstance, notamment une partie de ses polémiques. Encore que très souvent il n'y a pas besoin de changer grand-chose pour trouver des applications immédiates. Par exemple, pour ne citer que cet exemple-là, Kraus, dans les années 1924-1926, a mené une espèce de guerre à mort contre un journaliste qui s'appelait Békessi, qui pratiquait ce qu'on appelait à l'époque le journalisme revolver, c'est-à-dire qu'il utilisait le chantage, l'extorsion de fonds, dont il se servait de tous ses moyens de pression, en particulier contre le monde politique. Et donc il se comportait comme un maître chanteur. Kraus lui a déclaré la guerre et il a fini par le faire chasser de Vienne. Il y a un numéro ou un article en tout cas de Die Fackel qui s'appelle Hinaus aus Wien mit dem Schuft, donc chasser la canaille de Vienne. Vous savez, c'était le ton qu'on pouvait encore utiliser à cette époque-là. Je sais pas, aujourd'hui, on hésiterait beaucoup à le faire. Puis ça vaut peut-être mieux d'ailleurs. Et donc il a gagné cette bataille contre Békessi. Mais quand vous regardez le comportement du groupe Murdoch, et ce qui s'est passé avec News of the World, c'est le journalisme revolver. C'est exactement ça. C'est-à-dire les moyens de pression les plus malhonnêtes utilisés, en particulier contre le monde politique, contre certains représentants du monde politique, en ayant à sa botte, quand on voit à quel point le gouvernement travailliste de Tony Blair a été lié à et dépendant de News of the World, donc on s'est dit que c'est ce qui pouvait sembler des polémiques et des satires et des polémiques de circonstances n'étaient pas ne l'était pas tant que ça, il peut être facilement transposé. Mais ça, il y a un aspect, effectivement, on peut dire, il y a un aspect qui concerne l'actualité et le quotidien chez Kraus, et puis il y a des œuvres qui sont de grandes œuvres littéraires, en particulier des livres comme déjà Die letzten Tage der Menschheit, donc les derniers jours de l'humanité, qui est à mon avis un des plus grands livres qui a été écrit sur la guerre de 14, à partir, on retrouve là un aspect que j'évoquais il y a un instant, de fait, on ne peut plus réel. Vous savez, Kraus dit « Das Dokument ist Figur », le document est personnage. Il dit ça dans la préface, donc des derniers jours de l'humanité. Donc il a travaillé sur des données on ne peut plus factuelles, sur des documents précis, et il a produit vraiment je trouve une œuvre littéraire magistrale. Je dirais la même chose de Dritte Walpurgisnacht, qui est aussi du point de vue littéraire un très très grand livre. Alors évidemment, à l'époque où il a été proposé pour le prix Nobel, il avait quand même déjà une œuvre littéraire assez importante. En particulier, il y a son œuvre littéraire comporte une partie poétique très très importante. Donc je pense qu'il était tout à fait légitime de le proposer, mais vous avez raison sur un point, c'est que la réaction du jury du prix Nobel a été qu'il n'y avait pas c'était un journaliste, si vous voulez, c'était pas un écrivain, en tout cas ce n'était pas un écrivain qui avait produit une œuvre qui aurait pu justifier l'attribution du prix Nobel. Mais moi, personnellement, je le perçois comme un grand écrivain. Il a un rapport au langage que je trouve extraordinaire. Je rêverais d'avoir, à ma propre langue, pour le coup, la langue française, le genre de rapport qu'il avait à la langue allemande. Une inventivité absolument prodigieuse. Je veux dire, combien de nombre de jeux de mots, de calembours qui sont d'ailleurs une plaie parce qu'on n'arrive pas à traduire. Chaque fois que j'ai eu à traduire, c'est une véritable souffrance. On n'arrive pas à trouver des équivalents, enfin bon. Mais il y a quelque chose. Alors il avait, je pense d'ailleurs, une relation presque mystique à la langue, en particulier à l'allemand, évidemment, qui est considéré comme une langue incomparable. Je pense qu'il était fondamentalement convaincu d'une certaine supériorité de l'allemand sur toutes les autres langues, pour l'expression de la pensée. La direction du pays a eu du nez lorsqu'elle a choisi comme ministre de la propagande un homme qui semble capable d'agir autant pour le tourisme que pour la construction intellectuelle. Il a la façon et l'intuition. Il connaît la motivation autant que l'impulsion.
L'utilisation autant que la répercussion, la présentation scénique, l'esquisse cinématographique autant que le délassement, et tout ce qui relève d'un nouveau départ. Il a l'expérience et la pensée autant en ce qui concerne la réalité que la vision. Il a une façon d'aborder l'existence et de concevoir le monde. Il veut l'éthos et le pathos sans oublier le mythos. Il se charge de l'intégration et de l'articulation dans l'espace vital et l'espace de travail de la nation. Il cerne la palette des sentiments de la communauté et la vitalité de chaque personnalité. Il approuve le national autant que le supranational, en accordant sa préférence à la synthèse. Il donne des impulsions et des indications sur ce qui est périphérique avant d'arriver à l'appréhension centrale pour ancrer ce qui est latent et dégager ce qu'il y a de problématique dans le cérébral. Il est au courant de l'imitation et du devenir. Il évalue la volonté, reconnaît ce qui est voulu, sait que l'art est un métier, honore ce qui est délié, ouvert, modelé, sait faire la différence entre ce qui est progressif et ce qui est concentré. Je suppose qu'il a même une orientation dans le cosmique. Or, qu'a fait jusqu'à présent le théâtre ? Il a exacerbé l'individualisme en présentant sur scène les complexes refoulés de quelques individus malades. On a appelé ça l'art pour l'art. Celui qui est en charge de la culture, c'est tout d'un seul coup. Le peuple allemand produira par ses forces vives des chefs d'orchestre allemands qui feront oublier le souvenir de Toscanini. Ma foi, je crois qu'il serait plus rapide encore de se débarrasser de la transpiration des pieds, longue tradition dans le terroir. Si aucun slogan n'a été formulé contre le sang, il n'en a pas été de même avec le kitsch, dans l'espoir erroné que quelque chose de mieux pourrait voir le jour. Car Goebbels, qui a peut-être percé un jour les aubergistes et les vendeurs de cigares qui traversaient le Grunewald en se prenant pour des chérusques, n'abandonne pas espoir. Il convoque les auteurs, les directeurs et les éditeurs, leur donne des orientations, leur indique des voies, leur fixe des objectifs. Entre-temps, les choses de la vie se développent et avancent au pas de charge. Comme le montrent les magazines illustrés, nous avons réussi, en l'espace de 2 mois, à ce que les vierges se laissent pousser des nattes de plusieurs mètres de long, tandis que le Führer s'entoure d'une garde personnelle composée de grands gaillards d'1,95 m. Même le cinéma allemand, qui par nature a déjà une tendance au kitsch, a été avisé qu'il valait mieux puiser davantage dans les idées de l'époque nouvelle que dans ses symboles. Ce qui fait quand même se poser la question de savoir où les prendre, si l'on ne veut pas être réduit à les voler. Chose qu'on ferait d'ailleurs, s'il y en avait. En ce qui concerne le reste de la production, on peut déceler ici et là quelques prémices favorables. C'est ainsi qu'on s'arrache le pamphlet écrit par un homme de la noblesse et intitulé « Fuite des capitaux juifs à l'étranger ». Poème dont la première strophe est déjà très énergique, puisqu'elle exige qu'on en finisse avec les juifs. Toute cette bande qui se comporte de façon éhontée, qui ment, harcèle et farfouille, ouvertement par-ci, en secret par-là, mais aussi à l'étranger, et veut qu'ils reprennent le contrôle des affaires. Pauvres fous que vous êtes à penser ainsi. Votre temps est fini, messieurs. Ce rythme libre, avec un certain relâchement dans la syntaxe et la ponctuation, est naturellement davantage fait pour être dit. C'est un grand propriétaire terrien qui laisse libre cours à ses impressions naturelles dans la grande ville, face au spectacle. De cette race étrangère, si étrangère au sang germain, ces sangsues qui saignent le peuple de façon éhontée. Dehors maintenant le youpin. Mais comme il veut seulement exprimer ce qu'il ressent, il ne cache pas qu'il ne s'agit pas là de grande poésie, mais que seule la pure indignation dicte ses vers. Je le dis ici tout net et de façon très simple, pour que chacun puisse facilement le comprendre, en pays allemand, et je ne me soucie guère de style. Personne ne pourra prétendre qu'il y a encore là de l'incertain, du relatif ou de l'ambigu.
Je n'ai aucune idée sur Hitler, version scénique issue de Troisième nuit de Walpurgis de Karl Kraus. Je dirais qu'il n'y a pas de fatalisme chez Kraus. Je pense qu'il se croit à même de lutter contre la perversion du langage, qu'il se croit à même de lutter contre la guerre qui se prépare. Vincent Grandjean. Et c'est quelqu'un qui, petit à petit dans son œuvre, et c'est sans doute un élément assez intéressant, se demande, mais finalement, qu'est-ce qu'il s'agit d'écrire lorsque la vie, lorsque le monde, lorsque le temps dépasse la satire ? Et c'est pour ça qu'il en arrive à dire je n'ai aucune idée sur Hitler parce que finalement la réalité a dépassé sa fiction en quelque sorte, sa satire. C'est aussi de l'ordre de la provocation, hein. C'est pas juste parce qu'il n'a aucune idée d'Hitler. C'est aussi une provocation, mais il faut savoir que Kraus n'écrit plus pendant la montée d'Hitler, donc c'est peut-être une provocation, mais ça a quand même une signification particulière. C'est-à-dire que Kraus se tait au début des années 30. Et comment vous interprétez ce silence ? Je pense qu'il faut l'interpréter de cette manière-ci, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, la réalité a dépassé ce que Kraus dénonçait, et aujourd'hui, la réalité se condamne par elle-même, en quelque sorte. C'est-à-dire que le travail du satiriste est vain, selon Kraus, durant cette période. Mais c'est-à-dire, surtout, il y a... Le travail qu'il a fait a été fait, oui. Et à un moment donné, les faits arrivent. Il n'y a plus de possibilité de lutter contre quelque chose qui tout d'un coup entre en action ou se réalise, la prophétie, ouais. Entre guillemets, puisqu'il y a un aspect prophétique chez Kraus, critiqué ou admiré, mais elle se réalise. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a quand même, dans la perception que Kraus a d'Hitler, quelque chose qui est de l'ordre de l'inconcevable. Je pense que Kraus ne pensait pas qu'on descendrait aussi bas, en quelque sorte, dans la rhétorique. Et c'est pour ça, lorsque Canetti traite Kraus parfois de Goebbels, de l'esprit de Hitler, des intellectuels, c'est des critiques qui font extrêmement mal, parce que, finalement, ce que Canetti reproche à Kraus, c'est la teneur de son langage, donc comme si Kraus était en quelque sorte rattrapé à son propre jeu, et finalement, il finit par le classer parmi les principaux dignitaires nazis. Donc c'est l'attaque peut-être la plus frontale que l'on puisse faire à Karl Kraus. Mir fällt zu Hitler nichts ein. Ich bin mir bewusst, dass ich mit diesem Resultat längeren Nachdenkens und vielfacher Versuche, das Ereignis und die bewegende Kraft zu erfassen, beträchtlich hinter den Erwartungen zurückbleibe. À propos de Hitler, je ne trouve rien à dire. J'ai conscience que ce qui résulte d'une réflexion assez longue et de nombreuses tentatives pour comprendre cet événement ainsi que sa dynamique sera loin de répondre à ce qu'on attend de moi. Car peut-être attendait-on bien plus que ce qu'il est courant de demander à un homme qui polémique contre son époque, dont un malentendu très répandu fait espérer un exploit qu'on qualifie de prise de position et qui d'ailleurs, chaque fois qu'un malheur a un tant soit peu atteint sa sensibilité, savait faire front, comme on dit. Il y a pourtant des mots devant lesquels cette métaphore non seulement est dépassée, mais où le cerveau derrière ce front, qui a sa part dans de telles actions, serait lui-même incapable de produire la moindre pensée. J'ai l'impression d'avoir pris un coup sur la tête. Et si avant même que cela se produise, je refusais cependant de persister dans mon mutisme apparent, c'est que j'obéirais à l'impérieux besoin d'expliquer pourquoi j'ai failli à ma tâche et fournirais des informations sur la situation dans laquelle m'a plongé un si total chambardement dans les pays de langue allemande, sur mon inertie à moi devant l'éveil d'une nation et l'édification d'une dictature qui domine aujourd'hui tout sauf le langage. Oui, alors ça commence par Mir fällt zu Hitler nichts ein, c'est-à-dire on ne sait pas trop comment traduire, bon, qui veut dire littéralement à propos de Hitler, aucune idée ne me vient, rien ne me vient à l'esprit à propos de Hitler. Alors c'est souvent la seule chose que les gens qui ne connaissent pas Kraus, qui ne connaissent pas le livre, ont retenu, et qu'ils interprètent comme signifiant que Kraus a dit je n'ai rien à dire sur Hitler, en voulant dire par là que il s'exprimait, ou plutôt ne s'exprimait pas, à peu près comme si ça ne le concernait pas. Alors que Kraus s'est expliqué longuement sur ce qu'il avait voulu dire. Il avait voulu dire en particulier qu'il avait vécu la prise de pouvoir, l'accession au pouvoir de Hitler, comme véritablement comme un coup sur la tête qu'il avait laissé sans voix. Et en plus, il avait le sentiment que la parole était en face de ce qui était en train de se passer, si la parole était impuissante, on ne pouvait pas espérer, c'était un moyen dérisoire. Donc, c'est vrai qu'en un certain sens, il a eu la réaction de quelqu'un qui pense que
la réaction la plus digne et peut-être la plus appropriée serait encore le silence, ce qui ne l'a pas empêché d'écrire quand même un livre qui fait plus de 300 pages, mais qui n'a pas publié sur le moment, bien qu'il en ait publié il a publié une bonne partie du livre néanmoins dans un numéro de la Fakeul, un gros numéro de sa revue, donc on pouvait connaître, dès ce moment-là, on pouvait savoir très clairement ce qu'il pensait sur le nazisme, pour ne rien dire de ce qu'il avait déjà dit auparavant. Mais le livre, donc, la troisième nuit de Walpurgis, n'a été publié que, si je me souviens bien, en 1952. Alors ça aussi, c'est un des livres que j'ai trouvé, je sais que Stig a été particulièrement fasciné. Lui, il était concerné de façon bien plus directe que moi, en tant qu'Autrichien, évidemment. Et il raconte que, dans sa jeunesse, évidemment, ça a été pour lui une découverte extraordinaire. C'est de découvrir qu'il y avait eu un Autrichien qui avait été capable, donc, dès 1933, dès le début de la catastrophe, qui avait été capable d'écrire un livre ayant cette puissance d'analyse et de diagnostic et de pronostic. Parce que, d'une certaine manière, on peut dire que Krauss y avait vraiment très bien compris, et très vite, puisqu'il y a une mise en garde qui est adressée aux représentants de la communauté juive, dont il a l'impression qu'ils sous-estiment totalement le danger. Il leur dit, faites attention, vous êtes en danger mortel. Il leur dit, surtout n'essayez pas de croire si vous essayez de vous montrer le plus allemand possible, vous allez vous en sortir. Il se rend bien compte que c'est un marché de dupes, un marché de dupes dont l'enjeu est évidemment la disparition possible et même probable de la communauté juive. Alors là, il y a quelque chose effectivement d'assez extraordinaire dans ce livre, parce qu'il y a bon nombre de tentatives d'explications philosophiques qui ont été proposées du nazisme. Bon, en particulier, il y a le livre de Nancy Lacoue-Labarthe, il y a des livres de cette sorte où les heideggeriens d'ailleurs excellent dans ce genre d'exercice, alors qu'on pourrait penser qu'ils sont pas particulièrement bien placés, mais j'ai envie de dire, si vous voulez, Krauss a peut-être pas cherché tellement à expliquer, je pense qu'il n'avait pas cette prétention, mais il a été capable au moins de décrire, il a été au moins capable de comprendre l'horreur de ce qui était en train de se passer, alors que souvent on est confronté à des gens comme Heidegger, qui donnent l'impression de ne rien voir, indépendamment des sympathies aujourd'hui, personne ne peut contester aujourd'hui, qu'il avait pour le nazisme, même un peu plus que ça. On a quand même l'impression de quelqu'un qui ne voit rien, qui n'est choqué à peu près par rien, qui ne dit rien. Enfin, il voit des collègues universitaires juifs qui sont obligés de s'en aller. Il a quand même dû entendre parler de camps de concentration et d'extermination même, je suppose. Enfin bon, on a l'impression qu'il se passe rien. Alors ce qui est fascinant chez Krauss, c'est le fait que lui, on a l'impression que sur la base de très peu de choses, parce qu'il s'est servi de ce qu'il disait dans les journaux, comme par exemple l'Arbeiter Zeitung, pendant la période où le journal des travailleurs, donc pas toute la période où il pouvait encore paraître, puisque à partir de 34, je crois, il a encore paru pendant un temps à Prague, mais il ne pouvait plus paraître à Vienne. Mais on a l'impression que les sources d'information existaient. Et la différence entre Krauss et d'autres, c'est que lui les a utilisées. Bon, il faut dire, Jacques Bouvresque, qu'il avait aussi une très grande attention par rapport au langage, à la manipulation du langage, à la corruption du langage, puisqu'il utilise, ce mot-là est utilisé. Ah, vous avez raison, et c'est quelque chose qui d'ailleurs déconcerte souvent les lecteurs chez lui. La corruption du langage, au fond, c'est pour lui le symptôme de la corruption de tout le reste, quasiment. C'est-à-dire, au fond, on a le sentiment qu'il obéit presque à un précepte du genre « prenez soin du langage et tout le reste prendra soin de lui-même ». Et donc, la corruption linguistique et le relâchement dans ce domaine est synonyme pour lui du relâchement moral. Du laxisme moral, et par conséquent il s'est senti obligé en toutes circonstances, y compris lorsque les nazis ont pris le pouvoir, de continuer le combat qu'il avait mené depuis le début sur cette question cruciale, la défense de la grammaire, de la correction du langage, et même je crois que c'est en 1934 quand il écrit que l'on ne me demande pas ce que je suis en train de faire, etc. À ce moment-là, je crois qu'il a eu un procès avec je ne sais plus quelle revue, parce que on avait reproduit un de ses poèmes en mettant une virgule à l'endroit où il n'aurait pas dû être. Et alors, évidemment, il y a des gens que ça a choqué, mais lui, il pensait évidemment que c'était son travail de faire ce genre de choses, qu'il ne pouvait pas se mettre à lutter contre le nazisme par la force. Il a utilisé la force dont il disposait. Et un aspect essentiel de la force dont il disposait, du moyen d'action qu'il avait, était la défense du langage. Donc pour lui, c'est quelque chose, effectivement, vous avez raison, de tout à fait crucial.
Je pense aussi dans cette défense du langage, dans cette lecture du langage des nazis, à plus tard, finalement après Karl Kraus, à la lecture qu'en fera Victor Klemperer dans la langue du Troisième Reich. Tout à fait, il y a une parenté évidente, hein, bien que apparemment Klemperer ne mentionne pas Kraus, si je me souviens bien, je ne crois pas. Ils n'ont pas dû se connaître même indirectement. Mais c'est vrai que ils ont fait chacun de son côté un travail qui est irremplaçable, hein, sur l'analyse là où, pour le coup, on retrouve d'ailleurs ça chez Orwell aussi. Hein. Orwell dit que toutes les périodes de dictature s'accompagnent d'une dégradation du langage. Hein. L'utilisation des euphémismes, de certaines. Et puis alors, en plus, il est évident que la propagande a besoin de formes de langage dégradées, hein, voire même franchement corrompues. Ça fait partie des armes que la propagande est amenée à utiliser du point de vue linguistique. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui aient fait un travail aussi, de ce point de vue-là, aussi fondamental et aussi décisif à mes yeux que Kraus et Klemperer. Je l'ai découvert malheureusement Klemperer que plus tard. Stig, lui, il avait lu très tôt. Il avait lu en allemand. J'aurais pu le lire en allemand, mais j'étais simplement pas au courant de l'existence de ce livre. Donc LTI, la langue du Troisième Reich. Je l'ai lu que longtemps après avoir connu Kraus. Puis après, j'ai lu aussi le journal de Klemperer, qui est deux gros volumes. D'où est tiré, ou d'où vient en fait LTI, oui, si on veut. Oui, tout à fait. J'ai trouvé ça absolument. C'est ça aussi. Je veux dire, ça fait partie des expériences qu'on n'oublie pas. Et finalement, Kraus avait, avant cette analyse de la langue du Troisième Reich, si on peut reprendre les mots de Klemperer, une longue pratique, puisque on pourrait presque dire qu'il a fondé Die Fackel pour faire ce travail, en quelque sorte. Pas la langue du Troisième Reich, mais en tout cas analyser la corruption de la langue, voir le fonctionnement de la presse, le dire, le transmettre, et en même temps sous une forme où la langue est très importante. Ah oui, alors évidemment, on pourrait pas dire que c'était l'objectif unique, ni même probablement l'objectif principal de Kraus quand il a commencé à publier la Fackel, donc dont il faut rappeler que le premier numéro est sorti le 1er avril 1899, si je ne me trompe. L'idée, il avait commencé quand même très vite à s'attaquer essentiellement au problème de la corruption sous toutes ses formes, à commencer par la corruption dans la littérature, puisque il a publié en 1897 un pamphlet intitulé Die Demolirte Literatur, où il s'en prenait au milieu littéraire, enfin la corruption qui régnait dans le milieu littéraire, en y incluant bien sûr la corruption de la langue elle-même. Et puis alors il a combattu la corruption dans le monde du théâtre, il l'a combattu dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde financier, etc. Enfin bref, en un certain sens, on peut dire que c'était ça l'objectif premier, avec effectivement une certaine priorité, c'est exact, accordée à la corruption du langage. À la question « Pourquoi les gens de culture soignent-ils leurs cheveux avec Javol ?» la réponse d'un poète, avec illustration. Javol me fait beaucoup de bien. Je l'utilise chaque matin pour tonifier ma blonde toison, rafraîchir mon crâne de poète. Et d'une façon générale, parce que c'est bon pour les cheveux, la peau et la tête. Javol. Voilà donc le poète qui surveille la porte spirituelle ouvrant sur le Troisième Reich. N'est pas vrai que l'âme allemande se suffise de ce qui est belliqueux. Une fois qu'on aura séparé le bon grain de l'ivraie, qu'on aura brûlé celui-là et tué les juifs à coups de pelle, on conservera les trésors linguistiques qui nous auront laissés comme de jolis bibelots. Pour la première fois depuis que la politique existe, les censés désolidarisés de la tournure et la fleur de rhétorique est désormais recouverte d'une sorte de rosée sanglante. Le gouvernement qui veut réduire avec toute la brutalité nécessaire quiconque s'opposera à lui, le fait vraiment. On voit toute la distance qui nous sépare de l'image dans cette promesse faite
par un Staatspräsident. Nous ne disons pas œil pour œil, dent pour dent. Celui qui nous arrache un œil, nous allons lui arracher la tête. Et celui qui nous casse une dent, nous allons lui défoncer la mâchoire. Cela arrive même sans cette condition préalable. Aucune variante, aussi raffinée soit-elle, ne peut se soustraire à ce processus. Pas même cette terrible expression « mettre du sel sur une plaie ouverte ». Cela a bien dû arriver une fois, mais on l'avait oublié, jusqu'à renoncer à toute idée d'une réalisation, jusqu'à la totale impossibilité d'en prendre conscience. On l'utilisait pour exprimer le brusque souvenir d'une perte, le rude contact d'une souffrance morale, et ça vaut toujours. Mais l'action qui en était à l'origine, on n'y pensait plus. La voici. Un vieux camarade se fit une profonde coupure à la main en épluchant les pommes de terre. Un groupe de nazis, riant et se moquant, l'obligea alors à mettre sa main sanguinolente dans un sac rempli de sel. Les cris de douleur du vieil homme étaient pour eux une source d'amusement. Quant à nous, il nous fallut utiliser ce sel plein de sang pour faire la soupe des prisonniers. Mais ça aussi, c'est inimaginable. Et comme cela est arrivé, la formule est désormais impossible à utiliser. La formule prend vie et meurt du même coup. Dans tous les domaines du renouvellement social et culturel, nous assistons à cette éclosion de la phrase qui devient acte. Ils marchent sur des cadavres. Tout est dit. On peut les prendre au mot. Ils s'y tiennent. Certes, on peut toujours comprendre littéralement que l'on n'a jamais défrisé un juif, car c'est la seule forme de traitement, preuve à l'appui, qui n'a pas été exercée, alors que certains ont le cuir chevelu arraché et que d'autres ont été tondus, ceci afin d'y inscrire au fer rouge le signe au nom duquel l'idée a vaincu. Avant même de prendre conscience du péril venu d'une criminalité armée par un État, on se sent bousculé par l'idée qu'une société de fanatiques qui se bousculent pour obtenir un poste, de philistins aigris qui se rôdent des colibés à la figure, ces lèche-bottes et ces accapareurs, ces têtes de lard qui se bouffent entre eux devant l'auge où ils vont chercher leur pitance, que cette engeance détient le moyen censé être la rédemption du monde. Confusion des sens, confusion du sentiment. Et partout, toujours, cette même antinomie des phénomènes. Pas de doute. Entre la fonction agissante et la fonction oratoire de la germanitude, il n'y a pas le moindre soupçon de complicité, voire aucun danger de collusion à l'intérieur du discours. C'est contenu dans l'essence même. C'est idéologique. Je n'ai aucune idée sur Hitler, version scénique issue de Troisième nuit de Walpurgis de Karl Kraus.
Jacques Roman était le lecteur de ces 2 volets documentaires dédiés à Karl Kraus, avec la participation de Jacques Bouvresse, Jacques Le Rider, Daniel Schultes, Gérard Stig et Vincent Grandjean. Karl Kraus, combattant du verbe, d'après une idée dans une réalisation de David Collin, sur notre page internet rts.ch/le labo, prolongé cette soirée avec un 3e volet documentaire où Roger Léventer évoque à sa manière Karl Kraus. Tout de suite Angelo, musique d'avenir, vous écoutez Espace 2, il est 22h. Espace 2.